Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission qui va être assez dense puisque cette semaine c'est conclu Paris-Nice, mais on a aussi en parallèle un Tirreno Adriatico très intéressant avec des parcours pas mal. Et pour m'accompagner ce soir pour ce débrief, j'ai avec moi Benjamin Bonjour, bonjour à tous. et Greg. Salut tout le monde. Alors messieurs, on va commencer par Paris-Nice puisque c'est l'épreuve qui s'est conclue aujourd'hui, puis quel scénario, alors que Primoz Roglic s'était montré absolument impérial et sans concurrence jusqu'à ce matin. Patatras, tout s'est effondré, Benjamin, aujourd'hui dans la dernière étape de la course, qui pourtant sur le papier n'annonçait pas grand-chose de sensationnel. Ouais, bon, on reparlera du parcours tout à l'heure, mais cette étape se montrait un peu plus piégeuse qu'annoncée avec des petites routes, une descente périlleuse. Mais bon, rien de quoi bouleverser le classement, en plus il n'y avait que 95 km. Et puis Primoz Roglic chute une première fois dans la première descente, donc il est blessé, puis il semble qu'il chute une deuxième fois dans la deuxième descente, Parce et là ils qu'on ne doivent sait pas changer trop, de mais il avait vélo. les deux côtés éraflés, Ouais, c'était, ouais, je pense pas qu'il ait roulé boulet dans la première descente, je ou alors pense vraiment pas. il a pris une grosse gamelle, mais bon, on le saura un peu plus tard. Et, euh, et d'ailleurs, il a failli tomber une troisième fois hein, sur Yves Hmm. Lampart, donc c'était Team un de gag Clerc, je cette crois, ouais. descente pour lui. Et je me suis dit, avec la Jumbo Visma qui fait n'importe quoi, que l'image de lui qui avait en VTT là, avec le maillot FDJ, il y a quelques années, c'était parfaitement quelque chose qui lui allait parce que on aurait... Enfin, Roglic, il est parfait pour aller à la Groupama vu toutes les péripéties qui lui arrivent chaque fois qu'il est en tête d'une course d'une semaine. Mais c'est vrai que c'était vachement marquant. Tu vas me dire ce que t'en penses, Greg, mais ça a rappelé un peu l'épisode de Groupama FDJ, comme l'a dit Benjamin. Mais alors qu'il avait quoi, je sais plus, 47, 50 secondes d'avance au général. T'as l'impression que c'est panique générale chez la Jumbo, qu'il faut rentrer tout de suite, alors qu'au final tu t'en fous, tu peux rester un petit peu derrière et tu rentres gentiment, mais non quoi, ils se sont tués les mecs, ils le laissent tout seul à 100 mètres et jamais ils ne rentrent sur la queue du peloton quoi. C'est un peu ça. On a l'impression vraiment qu'il n'y a pas une cabord, qu'il reste peu de kilomètres. Alors, il y avait quelques pourcentages, mais c'était pas non plus un parcours. C'est pas du tout un parcours pour grimpeurs. Donc, enfin, les équipiers auraient pu faire le job, prendre le temps de s'organiser, peut-être trouver des alliés de circonstances, même si ça aurait été compliqué, mais enfin, tu as raison, un des faits marquants, je pense, c'est ça, c'est que enfin, voir des équipiers comme Kreuzweig ou George Bennett exploser aussi facilement, enfin, on a l'impression d'avoir des tout jeunes, alors que Kreuzweig, c'est quand même un coureur expérimenté qui devrait savoir gérer ces moments compliqués et pas laisser Roglic finalement tout seul. Vaut mieux parfois rester à 20-30 secondes pendant un moment avec des équipiers que se retrouver tout seul. Kreuzweig confirme qu'apparemment, déclare qu'il est tombé dans la dernière descente et qu'il n'a pas pu remettre la chaîne, c'est pour ça qu'il a changé de vélo. Alors tout ça les gars a profité à Max Charman, Benjamin, qui remporte du coup son deuxième Paris-Nice consécutif à la surprise générale. Oui, alors, comme vous le savez, si vous écoutez les émissions depuis longtemps, je suis un partisan du fait que le fair play dans le vélo, c'est bien, hein, mais un peu trop, ça saoule, et je crois que, vu que ça fait débat quand même, euh, le fait qu'il ne l'ait pas attendu, bon, le leader tombe une première fois loin de l'arrivée, ok, qu'on l'attende, bon, il retombe une deuxième fois, on va pas l'attendre chaque tour, ça deviendrait ridicule. Ouais, ben à la surprise générale, mais bon, il a su profiter des circonstances. Il était le premier derrière Roglic. Et comme l'a dit Greg, la Jumbo Visma, il perd la course tout seul. Parce que certes, il y a les chutes, tout ça, mais en étant serein. Enfin, tu mets le regretté Nicolas Portal à la tête de la Jumbo Visma, je pense que jamais aujourd'hui, Primoz Roglic perd Paris-Nice. Donc, oui, Schachman, je sais pas comment on dit, l'emporte. Bravo à lui. Mais il faut pas l'accuser de tous les maux. Oui, oui, tout à fait. On l'a dit, Greg aussi, qu'il y a vraiment eu un mouvement de panique qui est assez incompréhensible parce que vous l'avez tous les deux dit, les garçons. Il y a la Jumbo Visma, c'est une des meilleures formations du peloton, qui est là depuis très longtemps, qui a une expérience énorme, et c'est assez incompréhensible en effet qu'on puisse à ce point-là manquer de lucidité alors qu'on est sur une étape qui est quand même assez plate où il n'y a pas de grand risque. Au pire, tu finis à 30 secondes, tu remportes la course
Et c'est plié, mais pour pas rester trop non plus sur cet épisode, je l'ai dit en Et après, introduction. tu disais, Vas-y, juste, Greg, ouais. je coupe, est-ce que ça avait été un coureur comme Froome, est-ce que ça aurait pas attendu devant? Est-ce que finalement Roglic, alors autant enfin, il paraissait avoir course gagnée, enfin, il n'a pas été trop contesté non plus, hein, les jours précédents, notamment sur la Colmiane, on n'a pas vu grand monde lui contester. On a même vu hier la Bora rouler un petit peu aussi. Est-ce que c'est pas aussi, voilà, Roglic qui a du mal à s'imposer comme un patron dans le peloton? On sait le côté psychologique, ça joue quand même beaucoup, surtout dans ce type de circonstances. Bah, je sais pas, moi, sans tomber dans des théories un peu curieuses, je me demande, moi, si la Jumbo-Visma paye pas d'une certaine manière son arrogance. On l'a entendu plusieurs fois vouloir tout écraser, hein. Rappelez-vous l'épisode de samedi. On n'est pas obligé de laisser la victoire à Gino Madère, mais c'est des choses qui parfois se font, surtout quand on est tellement au-dessus qu'on a remporté déjà 2 étapes et qu'on n'a aucun risque normalement pour le général. Enfin, sauf Et que. mais justement, Est-ce qu'on paye ça c'est au final? Roglic. Je sais pas, mais c'est Roglic. Et Roglic, c'est pas la première fois qu'il perd des courses a priori gagnées. Le Tour de France l'an dernier, le Giro, Oui, puis la Vuelta, on n'en était pas loin, hein. Si la Movistar lui la file pas un coup Volta, de main. c'est passé vraiment à rien du tout. Mais le Dauphiné libéré, il abandonne sur chute, tout ça. Bon, alors c'est vrai que le geste, ça fait bizarre, hein, surtout que hier, on se dit, mais de toute façon, avec l'étape claquée au sol qu'il y a le lendemain, il va rien se passer. Ben, finalement, ça n'a pas suffi. Il aurait même dû peut-être attaquer de plus loin. Mais ça confirme peut-être une chose également, c'est que Primoz Roglic, et tant mieux, n'est pas un Froome ou un Armstrong ou un Indurain, enfin des gars qui dominent de la tête et les épaules. S'il est super bon qu'on la montre et un sprinter des montagnes avec un punch formidable dans les derniers kilomètres, il est également rempli de failles. Oui, oui, tout à fait. Alors pour passer à la suite, qu'on reste pas non plus trop longtemps sur Primoz Roglic, les garçons, je voulais vraiment savoir ce que vous aviez retenu de ce Paris-Nice. On va laisser Roglic de côté, hein, et ses victoires, mais quels éléments, Greg, peut-être les victoires de Sam Bennett qui a été archi dominateur lors des arrivées massives. Oui, c'est vrai que sur les sprints, enfin, c'était un des premiers tests, hein, je pense, pour les sprinteurs où on avait pas mal de concurrence. Et c'est vrai que tu as raison, hein. Bennett, il s'en sort avec 2 victoires, relativement à l'aise, on va dire, avec certes une belle équipe, mais je pense qu'il n'y a pas de contestation. On n'a pas, on peut peut-être évoquer la déception Pascal Ackermann, par exemple, si on doit faire une hiérarchie. Arnaud Démarre, évidemment, qu'on attendait bien mieux. Donc, c'est vrai que voilà, à Paris-Nice, ça a été un peu l'occasion de faire la première hiérarchie chez les sprinteurs des World Tour. Et tu as raison, c'est Sam Bennett qui paraît, au moins aujourd'hui, hein, parce que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, très fort. Tout à fait, ouais. Alors Benjamin, il y a des choses que tu as retenues, toi peut-être notamment côté Euh, français, hein. Il y a des belles performances, hein, notamment chez il y a les des jeunes, belles hein. performances, alors il n'y a pas la victoire, mais il y a beaucoup de deuxième place. Notamment Christophe Laporte qui cette année a vraiment passé un palier, hein, 2 fois deuxième d'étape. Alors aujourd'hui, Oui, je justement, Christophe Laporte, Benjamin, je voulais t'en parler. Comment c'est explicable aujourd'hui qu'il reste, entre guillemets, un peu apeuré, le terme est peut-être fort, mais c'est ce que j'ai ressenti non, dans la non, roue de Manux Scott. eh bien, je te dirais qu'à Roland Garros, un Français qui a 3 balles de match et 2 sets d'avance et qui perd le match, c'est un peu ça. C'est, je veux dire, la peur de gagner. Bon, ça serait dur pour lui, le pauvre, mais je crois qu'il savait qu'à moins de faire n'importe quoi, cette victoire avec les jambes qu'il avait, il pouvait pas l'y échapper. Et ben, ouais, il a fait n'importe quoi et il lance le sprint beaucoup trop tard. J'attends de voir sa réaction, mais c'est terrible parce que d'un côté, tu te dis vraiment, le gars, il fait 2 fois deuxième d'étape, 5 fois dans le top 10 euh, sur ce Paris-Nice, avec notamment un top 10 dans le contre la montre. Hein. Vraiment, il est fort, 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 mais il n'arrive pas à mettre au fond. C'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Après, par rapport aux autres coureurs, ben, pour les Français en tout cas, hormis l'étape d'hier où seul Guillaume Martin a surnagé, non, c'est bien. On voit un Pierre Latour qui revient pas mal également. Ouais, puis il On a faut deux, noter Aurélien Paré-Pande, Benjamin, que tu suis pas ouais, mal et qui confirme on encore une a, fois. on a 2 Français dans le top 10 du général. Alors Guillaume Martin qui revient bien après ses problèmes de genoux
qu'il y a eu cet hiver, et Aurélien Parapintre qui, l'air de rien, va chercher un top 10 sur Paris-Nice, sachant que le problème de Primoz Roglic n'y aurait rien changé puisqu'il aurait fini au plus Oui, 10e au 10e. lieu de 9e. Ouais. Ouais, il est allé chercher en fait sa 9e place aujourd'hui en allant prendre des secondes de bonification. Donc vraiment, ça confirme à G2R Citroën qui voulait miser sur des jeunes coureurs au classement général et recruter plus sur le front des classiques, puisqu'Aurélien Paré-Peintre et Clément Champoussin font un super début de saison. À noter également Warren Barguil, 14e, et qui ironiquement, paye peut-être les pots cassés du problème de Roglic, puisque même s'il termine 5e aujourd'hui, il était Oui, l'échappée aurait pu jouer la gagne sur ce échappée, moment-là. et secondes de modification. Il a été costaud parce qu'il se fait reprendre en plein col, ça attaque, il y a les Astana qui attaquent Charman, et il arrive à tenir, il fait 5e, donc pas de victoire, mais même Brian Cocard au sprint a été régulier. Je trouve que c'est encourageant. Alors pour rester sur les jeunes, puisque tu parlais de jeunes, Greg, on a dans le top 10 quelques justement très jeunes coureurs, hein. Matteo Jorgensen qu'on a découvert un peu l'an passé, Lucas Hamilton de la Bike Exchange, mais aussi le Gino Madère dont on parlait par rapport à l'étape d'hier. C'est ça, bah alors, c'est peut-être on peut commencer par lui, Gino Madère, donc jeune coureur suisse, mais qu'on attendait quand même qu'il confirme depuis plusieurs années. Bah, ça fait déjà quand même 2 ans quoi, qu'il est en World Tour. Hmm. Et que, bon, alors, ceux qui le suivent, voilà, on attendait un peu peut-être une performance marquante depuis 2 ans. Et enfin, peut-être, bah, elle est peut-être arrivée enfin, quoi, aujourd'hui, parce qu'on avait un peu vu, je crois, aussi sur la Vuelta dans les échappées. Il me semble qu'on le voit en fin de Vuelta sur les Ouais, face à échappées. David Gaudu, je crois. Voilà. Et enfin, voilà, peut-être qu'il commence à pointer le bout de son nez, donc ben, tant mieux pour lui. On espère que la prochaine fois, il lui manquera pas 200 mètres pour gagner une étape. Mais ça fait partie, voilà, des coureurs ben, qu'on a remarqué chez les jeunes. Jorgensen, tu l'as dit, qui a été très régulier. Peut-être enfin, j'ai envie de dire, une bonne nouvelle pour la Movistar, qui n'a pas eu beaucoup depuis le début de l'année. Hmm. Donc, peut-être des coureurs à suivre pour la suite de la saison, même si, enfin, j'ai l'impression que Jorgensen, il est bon, assez bon partout, mais ce Qu'il qui est excelle nulle vraiment, on a part, ouais. l'impression que c'est un coureur encore qui se cherche un petit peu, parce que c'est un grimpeur, un puncher, finalement, on n'a pas trop on ne sait pas encore trop, mais c'est vrai qu'il a été très régulier sur Paris-Nice, il a seulement 21 ans, et donc à suivre pour les courses suivantes. Peut-être, voilà, celui c'est le grand espoir côté Movistar, peut-être de une équipe qui galère depuis le début de la saison, ça a enfin un sourire dans cette équipe. Ouais, tout à fait. Alors pour finir sur ce Paris-Nice, Benjamin, je crois que tu voulais pousser un peu un coup de gueule, c'est par rapport au parcours où tu as été déçu, je crois. Ah ben, j'ai été plus que déçu en fait, parce que Paris-Nice, j'ai l'impression depuis, je vais dire quelques années, mais c'est peut-être une mauvaise impression, euh, joue sur la météo. C'est-à-dire que le parcours enfin, la course peut devenir super quand il fait froid, il pleut, il y a du vent, il y a des bordures, tout ça, et qu'on reste comme ça. Mais ensuite, il y a un manque d'imagination, et malheureusement, bon, c'est ASO qui organise, et le Tour de France cette année est également très très moyen niveau parcours. Enfin, je l'aime pas du tout en fait. Alors, il y a la Covid également, donc c'était peut-être pas l'année pour. Et les Jeux Olympiques, donc c'était peut-être pas l'année pour tenter des choses. Mais on va revenir juste sur ce Paris-Nice. Quand je vois les étapes, il y en a plates comme la main, comme la deuxième, assez plate comme la première. On va pas non plus dire que c'était une étape piégeuse. Un contre-la-montre, bon, voilà, l'étape 4 qui finit à Chirouble. Alors c'est une étape où ils arrivent à 40 et t'as tout le monde qui dit ah, c'est quelque chose qui va marquer les organismes, vraiment on en a chié toute la journée. Alors c'est vrai, hein, mais c'est des étapes euh, bah, qui ne font plus la différence comme c'était il y a quelques années. Et quand je vois à côté une étape des murs comme il y a sur Tirreno, ça m'embête. Alors il y a l'étape d'aujourd'hui qui a été annulée et remplacée malheureusement à cause de la Covid. D'ailleurs, on peut dire aujourd'hui que ça y est, la boucle est bouclée, puisqu'on rappelle que l'étape de l'an dernier de Paris-Nice n'avait pas pu arriver jusqu'au bout. C'était la dernière étape avant le confinement. Bah, il semble qu'on soit dans une meilleure situation aujourd'hui. Mais même l'étape de la Colmiane, je ne sais pas si vous vous souvenez,
il y a quelques années, alors je suis pas allé chercher quelle année c'était, il y avait 2 cols en fin d'étape, 2 longs cols. Là, c'est une course de côte. Il y a pas vraiment moyen, mais sur la dernière étape qui est annulée, de faire de la stratégie. Hein. La Colmiane, c'est une montée qui se fait au train et ça pète de l'arrière. Et même aujourd'hui, alors l'étape au final, les routes permettaient peut-être quelques mouvements, et puis il y a Roglic qui a permis de rendre cette étape intéressante. Mais encore une fois, c'est un fait de course, c'est pas la course c'est pas le parcours qui permet ça. Hein. C'est Roglic qui, bon, à la limite, certains diront ouais, il y avait une descente. Bon, même pour aujourd'hui, alors je mettrais 10 sur 20 parce qu'ils ont su en quelques jours trouver un itinéraire bis et sauver cette étape. Mais c'est tout, il n'y a pas d'imagination, quoi. C'est là, c'est une étape, voilà, passable. Et j'ai l'impression depuis plusieurs années qu'à SO, là où ils innovaient avant, euh, ben, ça manque d'imagination. Regardez le Tour de France, il n'y a pas vraiment de stratégie possible. On se vueltaise et ça me rend triste parce qu'il y a moyen de faire bien plus, quoi. C'est pas parce que les coureurs vont faire une tape des murs qu'ils vont pas y arriver. Aujourd'hui sur Tirreno, il y a 2 abandons. C'est ton avis aussi, Greg, qu'il y a quand même un cruel manque de créativité de la part d'ASO. Benjamin l'a dit, hein, et je suis à vrai dire à 100% d'accord avec lui. J'ai l'impression moi aussi qu'on compte que sur des faits extérieurs au parcours, en fait, c'est-à-dire la météo, le vent, la pluie, pour créer des bordures, des conditions difficiles, mais qu'en dehors de ça, ouais, c'est fade, quoi, vraiment fade. Oui, c'est oui, assez classique. C'est vrai que bon, ben, sans vent, sans météo, les premières étapes, c'est dans un sprinter. Mais comme a dit Benjamin, je trouve le plus regrettable, c'est par exemple celle de la Colmiane. Je trouve faire une course de côte très, très classique, alors que voilà, l'arrière-pays niçois est quand même assez formidable pour faire de très belles étapes. C'est peut-être là la déception finalement. Que quand on arrive un peu plus dans le sud, où il y a des parcours, l'occasion de faire des parcours un peu plus vallonnés, un peu plus surprenants, eh ben voilà, la simple petite course de côte. Et bon, aujourd'hui, il y a eu du mouvement, il y a eu voilà, la double chute de Roglic qui a mis du piment dans le final. Mais sinon, si on s'arrête sur on va dire sinon ça se termine sur des démarrages dans les derniers mètres à 2-3 km de l'arrivée de Roglic et c'est terminé. Mais Et Greg, on en a parlé un peu dimanche dernier tous les deux, mais est-ce que ASO au final se tire pas une grosse balle dans le pied quand tu compares les start list de Tirreno et de Paris-Nice? après, enfin, il y a d'autres circonstances aussi qui expliquent la start list. Hein. C'était les courses italiennes. Il y a beaucoup qui ont enchaîné les Strade Bianche et Tirreno. Et chaque coureur après a son programme. Il n'y a peut-être pas que ça. Après, les parcours, enfin, la concurrence Paris-Nice, Tirreno, ça va, ça vient. Donc, tirer des conclusions cette année et pas l'autre, pour moi, ça n'a pas grand sens. Mais c'est vrai que, enfin, Paris-Nice a peut-être intérêt à faire des parcours peut-être un petit peu plus intéressants, mais pour l'intérêt de la course ou pour tenter des choses. Je veux dire, c'est ASO, ils ont largement l'occasion de tenter des choses pour voir d'autres scénarios de course et pas des courses cadenassées comme on en voit beaucoup, sauf circonstances avec un leader qui tombe deux fois. C'est quand même dommage parce qu'il y a de quoi dans le relief dans le sud de la France, il y a largement de quoi offrir voilà, des parcours Oui, oui, beaucoup c'est pas plus comme si on intéressants et parlait beaucoup du plus Tour de variés. Picardie où bon, là t'as pas le choix, Voilà, quoi. exactement. Ouais, quand tu vois l'étape d'Ardèche, mais comment tu peux. Ils ont trouvé la seule route où ça montait pas, quoi. Alors, je crois que c'est sur France Télévisions qu'ils parlaient, qu'ils osaient plus monter trop haut à cause des risques de neige, tout ça. Ok, mais dans ce cas, tu prépares un itinéraire bis, euh, mais là, ça rime à rien, quoi. En début des années 2000, il y avait la Croix de Chaubouré, tout ça, ça arrivait vers Saint-Etienne, tu avais toujours des étapes où ça bougeait, il y avait le Mont-Faron. Là, là c'est vraiment. Ah ben on risque rien, mais c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, prévoyez un itinéraire bis avec des bosses, et puis je suis sûr que, franchement, des courses, encore une fois, je reviens sur Tirreno comme aujourd'hui, des étapes de mur, ça doit se faire, et pas des étapes avec 2 tours avec 1 km à 6% et une deuxième bosse de 3 km à 4%. Hein. Je parle des vraies cotes. Je ne comprends pas ce que veut ASO.
Des étapes pour sprinter, il en faut, il n'y a pas de problème, je comprends. Une étape plate comme la main, ok, mais pas plus d'une étape plate comme la main, parce que ces étapes sont totalement insipides quand il n'y a pas de vent. Une autre étape pour sprinter avec quelques bosses pour laisser aux baroudeurs, aux punchers la possibilité de leur disputer la victoire, ok, mais ensuite faites des parcours intéressants, il n'y a même pas le problème de la caravane, c'est quoi ce problème? Alors tout ça me permet une transition justement parce que vous avez évoqué un peu Tirreno Adriatico, une édition de Tirreno Adriatico grec qui est archi plaisante à suivre en termes de spectacle. Après, on jugera de sa crédibilité peut-être en fin d'émission, mais Ou dans quelques années. ou dans quelques années, on verra en fonction de la vitesse à laquelle les instances peuvent réagir. Mais en tout cas, d'un point de vue du parcours et du scénario, la course a été vraiment, ouais, comme je disais, archi plaisante à suivre, avec de très belles bagarres, notamment avec ce trio à la Philippe, Van Der Poel et Van Aert qui s'est joué un peu les premières victoires d'étape. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses qui font. Tu vas parler du parcours, mais il faut aussi dire que tu regardes l'étape d'aujourd'hui, c'est quand même Van Der Poel qui fout le bazar en attaquant à 50 km de l'arrivée, en partant tout seul, il prenait son ravito, il prend son ravito, il se barre à 50 km de l'arrivée. C'est quand même stratégiquement quelque chose qu'on voit assez rarement, de se dire, ben, tiens, j'y vais comme ça, et de partir en lâchant. Il y avait déjà le groupe d'une dizaine de favoris qui était tout seul. D'avoir ce scénario de course, c'est quand même assez rarissime, et ça tient aussi à la personnalité des coureurs, auxquels il faut aussi rendre hommage quand ils sont aussi offensifs. On a vu aussi Pogacar, mais tiens, tenter de revenir après sur Van Der Poel et il échoue à Ouais, 10 quelques secondes, je dizaines de crois. Ouais. secondes. Et s'il y a 300 mètres en plus, je pense, il risque bien de le reprendre. Et évidemment, voilà, avec les Van Aert, les Alaphilippe, comme tu l'as dit, même Bernal, on fera peut-être un bilan après général, mais c'est vrai qu'on a eu des scénarios où des circonstances de course aussi ont fait que c'était vraiment une course animée. La météo, aujourd'hui parce il pleuvait sur le parcours de Tirreno. Donc c'est vrai que voilà, on a vu quand même aujourd'hui quand même deux courses assez mouvementées, mais là pour le coup sur Tirreno, c'est quand même grâce aux coureurs et un Van Der Poel, moi j'ai trouvé qu'avoir attaqué à 50 km de l'arrivée comme ça, partir tout seul, faut vraiment le faire et c'est pas tous les jours qu'on voit ce scénario, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ça t'a plu aussi, Benjamin, toi, ces 5 premières étapes de Tirreno Adriatico? Ouais, plus l'étape d'aujourd'hui que celle d'hier. Même si je vois des choses qui m'inquiètent un peu, mais bon, on va y revenir plus tard. Par rapport au déroulé de la course, oui. Alors en plus, il y a eu la météo qui a amené du froid, ce qui a fait exploser certains coureurs, mais c'était super intéressant parce que je crois que c'est Valentin Madouas qui attaque à 72-73 km de l'arrivée. Et à partir de là, ça débranche plus. C'est-à-dire que ça attaque jusqu'à ce que Mathieu Van Der Poel sorte et ensuite fasse son raid. Derrière, ça roule, alors ça perd du temps, mais quand tu vois lors de l'attaque de Pogacar les explosions qu'il y a et les écarts à l'arrivée, c'est génial. Et ça doit tout autant aux coureurs qu'au parcours. Hier c'était sympa aussi, mais encore une fois on revient un peu sur de la course de côte. Euh, mais voilà, ouais, je pense qu'avec les noms qu'il y a au départ et les parcours, ça donne forcément des courses vraiment super à suivre. Hier, une course ouais, intéressante, beaucoup moins belle que celle d'aujourd'hui, hein. C'est vrai que les murs à l'italienne, c'est assez sensationnel à suivre et ça permet à un garçon comme Wout van Aert qui, après avoir remporté un sprint massif, être vice-champion du monde du chrono, être capable de jouer la gagne sur les Flandriennes, peut exploser les grimpeurs sur les pentes à 2 chiffres. C'est assez magique ça, Greg, aussi, non? quel est, quel sens de l'ironie, ben, c'est vrai qu'il y a des Mais je sais pas, performances. enfin, t'as l'impression qu'en fait, il a réussi à introduire dans la vraie vie un personnage qui aurait des caractéristiques maximales à PCM. En fait, Ça c'est fait fabuleux, hein, beaucoup PCM, c'est vrai, hein. Les circonstances de course, maintenant, il n'a pas gagné hier et il n'a pas gagné non plus aujourd'hui. oui, tout à Mais fait. tu as raison que enfin, autant aujourd'hui, bon, c'est plus propice, on va dire, ça correspondait plus à son profil. Mais c'est vrai que Van Aert, il est très impressionnant. Mais Alors faut après, aussi qu'il j'en gagne. Après conclus ça, rien, à mais force de vouloir courir finalement, on l'a vu sprinter sur la première étape, donc il a gagné. Mais on le voit en puncher, en grimpeur. Enfin, là, il fait quoi? Il fait top 10 hein, sur l'étape de montagne d'hier. C'est vrai qu'il enfin, il semble écraser la concurrence. Enfin,
au niveau de la polyvalence, je parle évidemment, puisqu'il y a... Parce que moi j'ai l'impression que c'est la première fois de l'histoire moderne qu'on voit un coureur aussi parfait, entre guillemets. Comme. Tu as raison, c'est vrai que son... Et on le sentait déjà que l'année dernière sur le Tour de France, dans les étapes de montagne, il était à l'aise, même s'il jouait son rôle d'équipier jusqu'au bout, il était quand même assez d'une certaine aisance sur des pentes où normalement un coureur de son profil, ben, on ne les voit plus trop. Mais là, il confirme, et à voir où il s'arrêtera les années suivantes surtout. Est-ce qu'à un moment, il va vouloir se reconvertir en coureur de grand tour? Parce finalement, il n'en est pas si loin, hein. Ouais, est-ce Bon, qu'il va vouloir gagner Roland Garros aussi dans 2-3 ans? On ne sait pas. si, pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Benjamin? Sans jeter Euh, l'opprobre, hein, c'est pas le but, Non, mais non, 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 mais je c'est me normal rappelle qu'on que s'interroge un petit peu, quoi. On oui, l'a fait pour d'autres coureurs, donc. je vois Charles que tu viens vers le côté obscur, toi qui le défendais au dernier Non, Tour parce de que l'année France. dernière, c'est ce que j'avais dit, l'année était quand même assez exceptionnelle. Enfin, on savait pas trop ce qui se passait, c'est vrai qu'il y Ah, avait cette préparation qui était biaisée, et puis moi je trouvais qu'il y avait quelque chose de différent, en fait, notamment en montagne avec Wout van Aert, c'est qu'on l'a vu, hein, notamment avec des années où je vais pas faire de ça m- comparaison, parce que ça m'a rappelé Ulrich. Ouais, voilà, mais t'as des mecs qui, curieusement, ont toujours été capables de mettre des gros trains, mais le jour où ils se sont retrouvés leaders, en fait, ça a été gros fail. Et c'est pour Oui, ça que moi complètement. j'attendais Van Aert sur un Tirreno Adriatico de cette année. Parce que défendre son maillot, c'est pas du tout pareil que de faire un train et de se garer à 5 bornes et de finir en roue libre, quoi. Après, je vais le défendre sur le Tour de France de l'an dernier et sur Tirreno cette année. On a beaucoup de courses de côte. Il y a très peu d'étapes de véritable montagne avec la course qui peut se faire sur, sur plusieurs cols. Les deux étapes qu'on avait un peu de montagne l'an dernier sur le Tour de France, c'est-à-dire Loudanvielle et Col de la Loze, il fait 50e d'un côté, 19e de l'autre, Col de la Loze, mais 19e à plus de 7 minutes. Hmm. Bon, ceci étant, quand je regarde le début d'année de Wout van Aert, qui n'a repris qu'au Stradé de Banquet, il fait 4e au Stradé, puis il gagne, puis il fait 3e, 2e, 9e, 3e. Est-ce qu'il va réussir à sortir du top 10 cette année? Les paris sont ouverts. Ben, comme tu l'as dit, c'est un peu le coureur parfait, quoi. Parce qu'encore en montagne, il a des limites, mais hormis ça, moi qui pensais qu'avec Alaphilippe, on avait le coureur le plus Complet, entre guillemets, ouais. complet du cyclisme moderne, même au-delà d'un Valverde, ben, non, parce qu'Alaphilippe, il n'est pas capable d'aller jouer le top 5 Et sur Van un Der sprint. Poel aussi, hein, on a vu ses limites. D'ailleurs, aujourd'hui, Oui. quand même, il a Ben, gagné, mais il était dans le dur. ouais, Hier, il n'était pas capable de. c'était hier, quoi. Van Der Poel est un puncher et un rouleur de génie, et un Flandrien également, mais en montagne, bon, ben, il essaie même pas, quoi. Du coup, il garde des forces, et voilà. Van Aert hier sur une montée qui, alors je sais plus qui c'est qui disait ça, favorisait l'aspiration, il a tracté tout le monde. Oui. Et c'est le vainqueur du Tour de France qui le fait lâcher. Bon, les autres qui l'attaquent dans le dernier kilomètre, mais imaginez si Pogacar n'est pas là, je pense que Van Aert peut gagner l'étape. Ah, tout à fait. Et puis il fait sauter Bernal, hein, quand même. Bon, Ouais, peut-être pas le Bernal des grands jours, mais quand même, c'est un. c'est fou, quoi. Et Van Aert, c'est le gars également, là, lors du dernier Tour de France, qui l'étape de l'Avor, protège Roglic dans les bordures, et puis, bon, allez, je joue ma carte à 3 km de l'arrivée, et je gagne l'étape, et c'est souvent le cas. Et je rappelle également que sur ce Tirreno, il n'a absolument aucune équipe. Oui, tout à fait. Bon, après, Et le but, parce que je veux pas qu'on reste trop non ah plus mais sur. moi par contre, si, sans dire les mots pour pas qu'on ait de soucis, mais ça me paraît assez exceptionnel ce qui fait. On ne sait pas ce qui se passe. La seule chose qu'on sait, c'est qu'en ce moment, sans parler forcément de lui, euh, les contrôles semblent avoir disparu ou sont en voie de disparition. Et que malheureusement sur les temps d'ascension, les impressions visuelles, je vais pas parler des temps d'ascension, même si bon, quand même, puisqu'il y a le vent, tout ça, mais les impressions visuelles depuis août dernier, malheureusement, il y en a beaucoup qui, enfin, il y a beaucoup de mauvais signes. Voilà, on va dire Ou ça. alors, il y a beaucoup de vents favorables. Ouais, ouais, mais peut-être que. Et oui, parce on se plaignait du vent défavorable qui empêchait les attaques, mais il semble que le vent est tourné depuis fin août et Peut-être qu'on non, a interdit le vent de face depuis août dernier, ouais, c'est possible. ouais, non, Mais non, mais plus sérieusement, sans parler de Wout van Aert, Et pas seulement de lui, parce que c'est pas. ouais, oui, oui, ouais, parce que Greg a raison, l'idée c'est pas de se focaliser sur Wood Van Aert, hein, puis ouais, il a fait quand trouvé une même, explication. voilà quoi, Ouais, 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 Wout même van si Aert. c'est lui qui cristallise un peu l'attention, Bon, mais ce que je veux dire c'est que il-
on a tous un petit peu des doutes quand on voit certaines performances. Ça veut pas dire il y a triche ou pas, hein, parce que de toute façon on n'est pas scientifique, nous on n'a pas les armes pour juger. C'est juste notre point de vue de suiveur en fait. C'est bon, ça paraît curieux. Après, ça veut pas dire que c'est bon ou mauvais, hein, c'est pas du tout ça le propos. Mais il y a quelque chose qui se joue en ce moment, je trouve, qui ne sent pas très bon. On est plusieurs à le noter, hein, puis pas que nous, hein, sur VCN, beaucoup de gens de beaucoup de milieux différents. Oui, alors On... Benjamin, si c'était les Français qui étaient devant, tu dirais rien. Eh ben, c'est peut-être vrai, mais disons que les Français, je connais plus de Oui, oui, choses puis sur eux et du coup, je suis plus serein. Mais il y a également un problème, c'est qu'il y a les mêmes équipes devant. Il y a une équipe justement, celle que je vais citer, qui a des Français en son sein et des Français qui marchent. Et ces équipes qui gagnent de tous les côtés depuis le début de l'année, il y a la team Jumbo-Visma, il y a la team UAE, et il y a la team Deceuninck. Et j'aime pas quand il y a que des trois équipes qui se partagent tout. Alors il y a les EF également qui marchent super fort, mais il y a quand même trois équipes qui se baladent. Mais c'est fou sur tous les terrains. Euh, Tu viens même presque à supporter l'équipe Ineos sans Benjamin. Tu as deux doigts de. mais Ineos, en fait, je me disais hier, là, quand on voyait l'étape, l'Ineos, en fait, j'ai pas tant de soucis avec. C'est avec la Sky que j'ai des problèmes. Parce que la Sky a transformé des coureurs qui ne passaient pas un pont en coureurs de grand tour qui explosent tout le monde. Geraint Thomas, qui est un super moteur, sans jeu de mots, hein, je parle du cardio, tout ça, il n'y a pas de souci, on l'a vu sur piste. Geraint Thomas qui se balade à faire exploser tout le monde dans les plus grands cols du Tour de France, non. Chris Froome, peut-être il avait des problèmes de santé, tout ça, qui n'ont pas permis chez Abarlois tout ça d'exister. Ok, qu'il explose tout le monde à partir de 2011 sur la Vuelta alors que la Sky commence à réfléchir à se séparer de lui, non. Bradley Wiggins, alors Bradley Wiggins dans un sens c'est celui qui me pose le moins de soucis parce que tu as senti le gars qui a fait tous les efforts du monde pour arriver là où il est, qui au bout d'un an et demi d'efforts comme ça a complètement vrillé dans sa tête et a pas pu tenir le rythme. Mais bon, le problème c'est qu'il y a une affaire avec le médecin, Oui, en ce moment, ouais, qui est médecin jugé. qui est jugé. Il y a des choses qui sortent, des choses qui ne surprennent pas vraiment les suiveurs que nous sommes. La Ineos, il y a un changement. On va chercher des coureurs On va qui ont chercher des déjà fait leur pépites, ouais. preuve ailleurs. Egan Bernal, on savait. D'ailleurs, regardez le forum VCN. Je suis sûr que chez le groupe Eto, ils disaient la même chose également. Pour parler des forums français, Cycling News sinon. Quand Bernal signe à la Sky, on fait mais non, mais putain, le seul gars. C'est comme si Quintana en 2012 allait à la Sky, quoi. Le seul qui peut les perturber va chez eux. Mais en même temps, il y a changement de sponsor, changement d'attitude. Alors, est-ce que c'était parce que c'était dans l'air du temps également, qu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient plus tenir ça? Mais on a une équipe qui attaque. Les coureurs qui font sauter tout le monde le font moins. Les profils semblent plus logiques. Et certes, autour de 2019, ils font 1 et 2 avec un nouveau Geraint Thomas. Mais Geraint Thomas, là, on retrouve le gars qui met un coup à tout le monde contre la montre. Je parle aux autres coureurs du général, puisqu'à la Philippe est devant, mais à la Philippe va exploser dans les Alpes. Et Bernal, par contre, qui prend un tir dans le contre-la-montre, mais qui ensuite fait exploser tout le monde dans la montagne. Il bénéficie de l'abandon de Pinot, et également peut-être du fait de l'annulation de certains cols. Mais s'ils font le Tour de France 2019 où ils font 1 et 2 me va beaucoup mieux que le Tour de France 2012 où ils font 1 et 2 également. Et Oui, donc en effet, pour revenir à la question de Greg, oui, Ineos en ce moment me pose pas trop de problèmes dans les profils. Encore une fois, Geraint Thomas, hier, il s'accroche au train, il s'est attaqué, bon, aujourd'hui, il explose, quoi. Il est vieux, il commence à perdre. Bon, ben ok, ils ont plus Froome, ils ont des jeunes qui me plaisent, dont je suis la trajectoire depuis des années, comme Pavel Sivakov. Non, ça me plaît. En fait, le problème avec la Sky, c'est qu'on se rappelle de cette équipe inhumaine qui va chercher toutes les attaques, des coureurs qui se trustent les podiums et qui en plus changent de profil comme il faut, quoi. Mais Geraint Thomas de France pour finir 2018. sur le sujet, parce qu'on commence à s'éterniser un peu, moi ce que je voudrais, hein, c'est vraiment que l'UCI prenne les choses en main, qu'on ait des contrôles, parce qu'on entend vraiment trop souvent depuis l'année dernière, et encore l'année dernière on peut le comprendre, hein, que ça a été très compliqué, que tu pouvais pas déplacer les commissaires, etc. Mais cette année,
quand t'entends des responsables d'équipe ou des directeurs sportifs qui te disent moi j'ai pas vu de contrôleur, hors compétition, il y a un gros souci. Et Oui, et en puis c'est plus, pas les équipes qui marchent qui disent ça, hein, c'est oui, en les équipes plus, qui et marchent il pas y a bien. aucune transparence. Pourquoi sur le site de l'UCI, il n'y a pas un tableau qui t'explique combien de contrôles hors compétition ont été effectués? Qu'est-ce que ça coûte? Rien du tout. Mais ils le font pas parce que de toute façon, il n'y a presque pas de contrôle. Et c'est pas juste nous, petits suiveurs, hein, c'est ce que je le disais tout à l'heure. Il y a des interventions de coureurs pro. On a tous lu ce que Thibaut Pinot a dit dans l'équipe. C'est quand même très inquiétant. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. En off, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses aussi sur certains coureurs qu'on ne répétera pas ici parce qu'on ne veut pas On ne tomber peut dans la pas. diffamation et encore une fois, on n'a pas de preuves, donc c'est pas le but non plus. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a eu un transfert assez curieux de Marc Hirschi entre DSM et UAE Team Emirates. Pareil, on entend des choses. On aimerait bien que la lumière soit faite par rapport à ça parce qu'on ne sait pas en fait. Tu vas parler rumeurs, on ne sait pas pourquoi il est parti. Et quand on lui pose la question, visiblement, il n'a pas le droit de le dire parce que c'est contractuel. Donc il y a de la lumière à faire, je pense, sur pas mal de sujets, parce que c'est la crédibilité de notre sport qui est en jeu. Moi, je suis désolé, je suis fan de vélo, j'en suis amoureux depuis que je suis gamin, et je veux pas retomber dans de la merde comme dans les années 2000, voir les sponsors fuir, voir les passionnés se barrer, parce que du coup, il y a des mecs qui comprennent rien à rien. Et il faut que l'UCI fasse le boulot, tant pis si ça fait mal, tant pis s'il y a un moment, il y a des têtes qui doivent sauter, mais il faut bosser, ça y va de la crédibilité de notre sport, je trouve. De toutes les façons, en imaginant que certains essaient de cacher des choses par rapport à ce qui se passe, hein. Alors là, c'est vrai que pour vous qui écoutez l'émission, peut-être ça fait genre, oh, ils savent des choses, ils veulent pas le dire, est-ce qu'ils se font pas mousser? Il faut vraiment comprendre que tout ce que je dis moi, puisque on va dire que je suis peut-être le plus offensif de l'émission, ce que j'ai pu dire lors du Tour de France 2018, j'étais vraiment borderline. Et je pense que si je fais même pas de plus, on peut se faire attaquer en justice. Donc, Oui, puis c'est même pas cette question de justice. Enfin, moi je trouve que, tu vois, on peut avoir des et oui, convictions. après, il Par y a la exemple, diffamation, parce que oui, oui, si, puis on, si on a un directeur sportif, parce qu'on a des directeurs sportifs, des coureurs qu'on connaît, qui nous dit, bon, mais lui, c'est quand même une chaudière. Mais si on le répète, il n'y a pas de valeur. Déjà, c'est des on-dit. Sur un coureur de ma région, j'ai entendu de tout, quoi. Des gars qui disent, putain, il est chargé, tout ça, et d'autres qui disent, putain, ça fait plaisir de le voir oui, devant. puis si tu le dis pas ouvertement, enfin moi si je dis pas certaines choses ouvertement, c'est parce que j'ai des doutes aussi. C'est pas parce que je pense peut-être dans ma tête que un tel a un petit souci que c'est vrai. Et au nom de quoi j'aurais le droit de dire ouvertement que lui ça va pas, qu'il est chargé. Ben non, c'est pas possible parce que si tu te trompes, t'as pas le droit de jeter l'opprobre sur un mec. T'as le droit de faire part de doutes, comme t'as le droit de douter sur plein de sujets, sur de la politique, sur de l'économie, sur tout ce que tu veux. Mais tu n'as pas le droit de dire c'est comme ça si tu n'en es pas sûr, si tu n'as pas de preuves. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est pas pour se faire mousser qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense, parce que bah, heureusement, on doit faire preuve d'une certaine retenue. Maintenant, comme pour l'affaire de 2011 avec la Sky, si ça sort un jour, on ne sera pas surpris. Oui, voilà, là on pourra en Un autre parler s'il truc y a des preuves. Mais... un truc qui me dérange un peu également, même si on a eu cette discussion sur Messenger avec Baptiste cette semaine, c'est les coureurs qui reviennent de stage ou quoi, qui n'ont pas couru de la saison et qui explosent tout dès qu'ils arrivent. Alors je veux bien croire Baptiste qui a dit, avec les SRM, tout ça, tu peux parfaitement gérer faire comme des conditions de course, enfin, arriver de l'entraînement sans aucun souci. Mais également, je me rappelle d'un Thibaut Pinot qui revient de Teide et qui n'arrive pas à bien gérer ses premières courses parce qu'il en a trop fait. Et ça m'embête un peu de voir des coureurs qui n'ont pas couru de l'année, en fait, ces premiers mois, et qui arrivent et qui explosent tout dès leur arrivée. Qui ont dû Ouais. se faire toute Enfin bref, l'année. on va conclure là-dessus parce que je Voilà. crois qu'on s'est pas mal éternisé. Messieurs, on va passer au traditionnel prono pour conclure l'émission et à la première grande classique de la saison qui aura lieu samedi, c'est-à-dire Milan-San Remo. Je vais vous demander tout simplement votre podium pour la Primavera. Mais- Van Aert devant Van Der Poel et Alaphilippe. Et toi, Greg? Ouais. Bon, ben moi je vais dire Van Der Poel, Van Aert et je vais peut-être en citer un troisième attends, je vais regarder la start list déjà pour savoir qui y est. Pendant que tu réfléchis, je vais dire que Laporte sera dans le top 10. Oh. Ouais. Histoire de Ouais. prendre un petit risque quand même, parce que je n'ai pas trop pris. Alors je vais citer, allez, je vais mettre un Stuyven, tiens, une petite surprise. Steven, moi je vais jouer un peu la surprise, que sinon c'est pas drôle si on donne tous le trio à la Philippe Van Aert, Van Der Poel. Je miserais bien sur une victoire de Sam Bennett.
que je trouve qu'il a tout fait un peu pour s'accrocher dans les moments compliqués là sur Paris-Nice qui a gagné 3 étapes. Donc je le verrais bien s'imposer au sprint Il est en devant. forme. C'est vrai qu'il est en forme. Ouais, ouais, ouais. Et forcément, si c'est un sprint, il faut que je trouve deux autres coureurs. Donc bah, je verrais bien Arnaud Démare quand même qui terminerait deuxième. Et puis en troisième, allez, c'est pas forcément évident. Bah, Wout van Aert, tiens, qui est capable aussi de toute façon de faire un podium au sprint. Et bien sur ces belles paroles, messieurs, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, puis à vous dire à dimanche prochain pour une nouvelle émission des commissaires de course. Au Bonne revoir tout le monde. soirée.